Aujourd'hui, nous avons encore ce grand plaisir d'avoir avec nous notre sœur, la Tata, depuis la France. J'aimerais qu'elle se présente elle-même comme ça. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir la découvrir, vous pouvez la découvrir aujourd'hui. Je te laisserai alors se présenter, ma sœur. Alors, à toi la parole. Merci, bonjour Yaya. Moi c'est Mvoutou, sœur Mhm. Mvoutou, de Paris, effectivement, de la région d'Île-de-France en tout cas. Je suis psychopraticienne en une thérapie qu'on va voir ensemble. Alors, donc c'est encore un petit secret. Oui, c'est encore un petit secret. Contentez-vous de cette brève présentation maintenant et après, il y aura des grandes surprises. N'est-ce pas ça, ma sœur? Ouais, oui. Ok. Alors, la dernière fois, on a parlé de cette thérapie que vous proposez aux gens, même si vous n'êtes pas la spécialiste de la PNL. Donc, mais ça a été pour la première fois que, bon, pas la première, bon, je pourrais dire, c'était une découverte. Et c'est pour cela que ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, je pense que notre communauté a vraiment besoin de cette notion et cette connaissance. C'est pour cela que je dis non, il faudrait que la sœur puisse revenir encore nous parler de cette connaissance de la psychologie parce qu'on l'entend de moins en moins dans notre communauté. Les gens qui parlent de la psychologie, les gens qui souffrent, il y a beaucoup de choses, on va en dérouler aujourd'hui. Alors, on va directement droit au but. Je te retourne la parole, notre sœur Mvoutou, depuis la France, avec cette belle tenue africaine. Je pense que les dés sont lancés pour que cette transmission aujourd'hui, nous verrons, peut-être ça sera 2 émissions, mais du moins nous verrons comment nous allons évoluer par l'aide de nos ancêtres, les Bakulu Balong, il y a du Congo et consorts. C'est en cela que nous allons pouvoir évoluer. Alors, ma sœur, par où vous aimeriez attaquer ou commencer cette partage d'aujourd'hui? Alors, j'aimerais effectivement faire le lien avec toi sur notre communauté, sur cette psychologie ou sur la psychologie dans notre communauté qui est peu connue, peu reconnue, peu appréciée même, on pourrait dire, pour diverses raisons. Principalement, c'est vrai que notre entourage, notre socle culturel, la religion aujourd'hui a vraiment tellement de ressources que c'est pas qu'on n'a pas besoin d'un psychologue, c'est que on a quelqu'un pour nous écouter. Soit c'est le voisin, si on n'a pas de famille, soit c'est de toute façon une des personnes de notre entourage, ou le prêtre ou le pasteur, ou l'imam pour ceux qui sont musulmans. Donc, on pourrait croire comme ça que la psychologie n'est pas importante ou n'a pas de valeur dans notre socioculture d'origine. Pourtant, c'est vraiment une méconnaissance. C'est un choix peut-être aussi inconscient, là on parlerait d'inconscient directement, mais inconscient de ne pas aller voir ce qui se passe, de ne pas voir un peu les difficultés qui sont en nous, tu vois. Et de ne pas lire aussi, parce que on a des références de psychologues, on a des références d'ethnologues, de personnes qui se sont vraiment attachées à comprendre le fonctionnement des humains, le comportement des humains et donc des groupes aussi. On en a, mais après effectivement, ça peut être voilà, on en échangera petit à petit. Je vais vous donner quelques références de psychologues et d'ethnologues qui ont vraiment travaillé pour nous et qui sont encore en travail pour notre société culturelle.
Mais ma sœur, Donc, quand tu en dis attendant, pour nous, vous parlez de... Quel est le nous là en question? Le noir, c'est ah, quoi? le nous, là, c'est effectivement notre socioculture d'origine. Donc, Ok. le nous, notre identité, Mhm, un blanc va se référencier à l'identité occidentale, à mhm. la socioculture occidentale par rapport déjà à sa couleur de peau. Ok. Après, certains blancs qui ont certes une couleur de peau référenciée à l'Occident, mais qui ont une mentalité et une vibration ou des comportements plutôt et des valeurs vraiment, on va dire, d'une autre culture, peu importe laquelle, qu'elle soit noire, voilà. Euh, voilà. La référence peut aussi s'élargir, mais on Mhm. a une référence d'origine qui est liée quand même à notre couleur de peau, à l'endroit, à l'environnement duquel on vient. On a une référence d'origine et la référence s'élargit en fonction de la vie qu'on mène pour le coup. Ok. Voilà. Alors, la référence élargie par rapport à la vie commune. Alors, si quelqu'un, messieurs, madame, tout le monde dans la communauté, bien sûr que nous allons mettre beaucoup plus l'accent à notre communauté, comme tu l'as souligné tout à l'heure, que notre communauté n'est pas trop informée par rapport à la psychologie, à toutes ces thérapies-là. C'est pour cela que nous saisissons cette opportunité comme l'une d'entre nous et à cette connaissance-là et travaille là-dessus. C'est pour cela votre présence est vraiment, vraiment très, très saluée pour que la communauté puisse découvrir ou peut-être apprendre ou approfondir encore beaucoup plus par rapport à ces sujets. Mais quand on parle de la... Essaie un peu de nous parler de la psychologie. C'est quoi concrètement? Peut-être en bref, quand on parle de la psychologie, qu'est-ce que monsieur, madame, un de tes sœurs ou un de tes frères peut entendre par la psychologie? La psychologie est simplement, vraiment en très bref, la science des comportements des humains. La science des comportements des humains. Voilà. Ok. Donc, c'est une science qui a trait à étudier comment les humains se comportent. Exactement. Comment Ok. les humains se comportent, comment les Mhm, humains évoluent, grandissent, de quoi ils ont besoin, mhm, comment leur psyché, donc psyché, leur esprit fonctionne. mhm, Ce qui ne se voit pas. Il y a le corps physique et il y a l'intérieur, tu vois. mhm. Ok. Il y a bien sûr le côté neurologique pour neurologique et voilà, tout l'aspect médical. Mais Mhm, la psyché va vraiment s'occuper d'au-delà du médical. mhm. Au-delà du médical, on a tout un monde invisible euh, que nous pouvons maîtriser, des émotions, tu vois, des Mhm. émotions qui sont quand même plus fortes que nous à certains moments. Comment faire pour les maîtriser? Comment faire pour... Voilà. La psychologie va vraiment mettre un accent sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous dépasse dans nos comportements et pourquoi il y a des comportements qui nous dépassent et que nous ne comprenons pas, que nous n'arrivons pas à maîtriser. Ok. En principe, selon la nature, l'être humain devait avoir la maîtrise de ses comportements. Alors en principe, selon la nature, l'être humain naît dans un environnement qui lui apprend à maîtriser. Qui lui apprend à maîtriser. Qui lui apprend à maîtriser, effectivement, de ses Ok. comportements, voilà, Ok. qui le guide, C'est ça. qui l'élève. On Ouais. parle d'élever un enfant, on Mhm, l'élève à devenir un humain dans une société donnée. mhm. Mais Ok. l'élévation peut être diverse pour le coup. Ok. Bon, L'élévation, c'est-à-dire que le faire pousser vers les hauts. le faire pousser vers le haut. Ok, merci. Et vers Alors, quel haut, là, quelle hauteur alors oui, quelle c'est hauteur. quoi cette eau-là en question? C'est là que ça va encore nous intéresser beaucoup plus. Alors, Exactement. maintenant, quand un Africain, ou peut-être, je ne sais pas moi, quand une personne va voir un psychologue, est-ce que, ou on l'envoie par son médecin, il faut aller voir un psychologue parce que, soi-disant, le médecin a remarqué quelque chose d'anormal, peut-être dans son comportement, dans son agissement. C'est pour ça qu'il conseillerait un de ses collègues qui est spécialisé dans la psychologie. Alors, non, le médecin, quand il n'a plus de réponse médicale, physique à apporter à son patient,
il va effectivement prendre en compte la dimension psychologique que lui ne maîtrise pas. Donc psychologique, voire psy. On va faire la différence des deux tout à l'heure, Mhm. mais effectivement, le médecin va pouvoir orienter le patient vers ses différents confrères quand il ne maîtrise plus la santé physique de l'individu, du patient. Du patient. Mhm. Ok. Et c'est là où nous allons chuter maintenant. Donc, s'il arrive plus à maîtriser certains comportements ou la santé physique de son patient, donc il enverra chez un des spécialistes qui est habilité à aider ou à peut-être à aider, on peut le dire comme cela, Accompagner, oui. à accompagner la personne afin que tous ces comportements en question, en fait, ça rentre dans le normal, on peut le dire comme ça. C'est quoi la normalité, Yaya? Bon, la normalité, c'est rester dans son environnement, c'est rester selon qu'on l'a éduqué, selon qu'on l'a élevé. Très bien, merci pour cette belle définition, parce que là, tu ne me parles pas d'une normalité physique, d'une normalité visuelle, d'une normalité comportementale. Là, tu me dis juste, effectivement, que la normalité, c'est un être individu qui reste dans son environnement, avec les gens qu'il aime, pour l'éduquer. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de paramètres, on va pouvoir aller tout doucement, parce que c'est brillant. Ça, c'est un thème qui vraiment, nous devrons le prendre par des pincettes petit à petit. Et là maintenant, mais les autres iront à l'église, voir les pasteurs, voir l'imam. Les autres iront voir le vieux dans ces petits coins, dans cette cabane au village. Maintenant, quel est ce rapport avec cette psychothérapie qui touche à la psychologie de quelqu'un et qui se traduit dans son comportement? Bah, tu dis les autres, voilà, chacun va voir un peu, voilà, chacun va aller voir la personne qui sera à même à lui dire ce qu'il a envie d'entendre, Yaya. Tu vois? Mais il est Chacun dans va le besoin, aller. il cherche le secours. Pourquoi Oui, leur bien dire sûr. qu'il sait qu'il a envie d'entendre? Alors, parce que de manière inconsciente, on a tendance à raconter à l'autre, donc à son altérité, à l'autre, votre connu, on a tendance à raconter ce qui nous fait du bien inconsciemment, ce qui va nous rassurer, ce qui va faire... On a tendance à dire les mots qui vont aller dans le sens de notre ego. Tu vois? Est-ce que vous voulez, là, tu veux souligner les zones de confort de la personne? Je veux souligner la zone de confort de la personne, je veux souligner le fait que de manière naturelle, on n'aime pas se brûler, on n'aime pas entendre que aime-vous tout. Oui. Tu fais mal de faire comme ci, de faire comme ça. On va pas chercher ça en premier. Comme on dit souvent, ce sont les vrais amis qui nous disent la vérité. Mais alors, Les vrais... Oui. si cette même personne va voir un psychologue, est-ce que c'est une autre démarche? Alors, bien sûr que c'est une démarche. Bien sûr que la démarche d'aller voir un psychologue, ça prend du temps. Ça prend de la... Enfin, chacun individuellement doit vraiment être au clair avec le fait que le psychologue n'est pas son ami. Le psychologue n'est pas son père ou sa mère qui va le caresser dans le sens du poil. Le psychologue ne va pas lui dire les vérités qu'il va entendre. Le psychologue est là pour l'accompagner à devenir meilleur. Ok. Mais la personne, inconsciemment, si on te suit, c'est-à-dire la personne est toujours dans cette démarche de rester dans sa zone de confort, en allant voir le psychologue aussi, non? Ah mais c'est ce qu'il croit, en effet. En effet, quand il va aller voir le psychologue, il va vouloir effectivement que le psychologue lui dise, par exemple, un exemple concret, la femme, il y en a assez des comportements de son mari, elle va aller se plaindre chez le psychologue pour que vraiment le psychologue lui donne des solutions, peut-être même pour petit à petit amener aussi son mari en thérapie de couple,
Mhm. et pour que l'autre change. Voilà. La démarche est toujours pour que l'autre change. C'est pas pour que nous-mêmes nous changions. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai choisi particulièrement la thérapie dont on va parler, parce Mhm. que elle est révolutionnaire dans le comportement des humains. Il Ok. n'y a pas de, il n'y a plus de zone de confort. Au contraire, c'est la mise en mouvement constante. Mhm. Alors, maintenant, alors, plongeons dans cette thérapie en question. Je pense que quand les gens le suivent, ils disent, mais alors, pourquoi il hésite encore? Maintenant, allons-y, Bon, plongeons dans cette thérapie. C'est quoi cette thérapie alors qui tu nous caches là alors? C'est quoi cette thérapie? la Gestalt, donc ça se dit vraiment, dites-le et retenez-le comme je le dis là. Gestalt, thérapie. Ça sonne allemand Gestalt, là. ça sonne allemand. Gestalt. Alors pourtant, ça s'écrit Gestalt, Mhm. mais ça se lit Gestalt. Effectivement, du verbe allemand gestalten. Gestalten. Gestalten qui veut dire mettre en forme, former, Construire, révéler, révéler, construire, construire. voilà, Ouais, déployer. C'est vraiment déployer. l'idée du mouvement, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Ok. Alors, on te laisse la parole alors, ma soeur. Essaye de vraiment de se déployer là-dessus. La Gestalt thérapie, qui en est l'auteur, qui en est le fondateur. Même la prochaine, la fois passée, vous nous avez un tout petit peu détaillé là-dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes en duplex en Suisse et aussi qu'en France. Le merveille de la technologie. Alors, la Gestalt thérapie. Comment d'abord, avant que vous puissiez d'abord rentrer dans la définition proprement dite d'Ageshap, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'Africaine, d'aller dans cette Gestalt thérapie? Alors, est-ce que tu veux là que je passe sur... moi, je vais m'appuyer sur le travail effectivement que j'ai effectué en amont Mhm. avec ma présentation. Alors depuis très petite, je suis passionnée des relations humaines. Mhm. J'ai vraiment toujours eu une sensibilité pour les souffrances des humains, tous les niveaux, de toutes les origines, de toutes les origines. Ça, c'est vraiment mon postulat de base. Euh, Progressivement, donc, j'ai choisi ma vie professionnelle en Mhm. conséquence. Ok. Euh, je suis donc éducatrice spécialisée de formation aussi. Mhm. Donc, j'ai eu à peu près de 10 ans d'expérience en éducation spécialisée. Donc, pareil, l'éducation spécialisée, c'est vraiment l'accompagnement proximal de personnes en souffrance, hein, toutes sortes de Mhm. souffrances. Voilà. Et j'ai eu la chance, tu vois, de faire ma dernière année dernier stage plutôt de fin d'année d'études au Cameroun, dans un orphelinat Et dans les lequel études, vous les avez faites aussi ici ou au en Cameroun? Belgique. En En Belgique, j'ai Belgique, fait vous avez fini vos études et votre d'éduc. dernière année ou le Voilà, stage, vous l'avez fait au là-bas Cameroun. au Cameroun. Exactement. Et j'ai été frappée par C'est quand même bizarre, hein, quelqu'un qui fait des études en Europe et puis il va aller faire le stage au pays, au bled. bah, écoute, tu sais, je te disais tout à l'heure que j'étais passionnée par les relations humaines et puis l'histoire, hein, l'histoire des humains de manière générale m'a toujours aussi passionnée. Mhm. Faites Et regarder j'ai un peu la été, caméra, s'il vous plaît. Oui. et j'ai été, et j'ai été traversée pendant un bon moment par la situation des Noirs, Mhm. par, par bien sûr l'histoire de l'esclavagisme. euh, et donc je me suis aussi intéressée au système d'oppression et de domination, hein, des autres peuples, Mhm. euh, parce qu'effectivement le peuple noir est un peuple qui a été très opprimé et voilà, est vraiment déshumanisé. Je parlerai de déshumanisation. Je dirais vraiment déshumanisation parce que tu vois, avec les études et en ayant fait un petit parallèle pour l'instant, parce que je continuerai à me former et je continuerai à approfondir vraiment les recherches sur ces souffrances profondes Mhm. et ces traumas. Mais tu vois, j'ai essayé j'ai trouvé quand même
un parallèle en commun dans cette hiérarchie de souffrance, dans cette réalité de trauma, où effectivement, quand tu vois une femme qui subit des violences quelconques, hein, je parlerai peut-être de violences sexuelles aussi, il y a une déshumanisation vraiment qui se met en place. Il y a une atteinte à sa dignité, tu vois. Et donc, dans cette atteinte à la dignité, et avec l'esclavagisme, comme d'autres systèmes d'oppression, j'ai vraiment observé que dès lors où on atteint la dignité d'un individu par n'importe quel système d'oppression, il y a une dégradation continuelle de ses comportements, de son estime d'elle-même, de son amour d'elle-même. Donc, il est primordial de soigner ça très vite, de prendre le taureau par les cornes très rapidement pour ne jamais réussir parvenir plutôt, parce que c'était pas une réussite, mais ne jamais parvenir à atteindre l'intégrité de l'humain. Ok. Alors, maintenant, c'est ça qui vous a poussé à aller embrasser cette thérapie de Gestalt thérapie. Donc, vous n'avez pas du tout voulu aller, disons, dans la direction religieuse, dans la direction ceci. Vous avez choisi pour aller dans la thérapie par rapport à vos sensibilités. Maintenant, parlons-nous de cette Gestalt thérapie. Qui en est le fondateur pour la première fois si quelqu'un vous écouterait et comment cela s'est répandu dans le monde entier et que beaucoup de gens l'utilisent et aussi qu'est-ce qui vous a poussé seulement à choisir la Gestalt thérapie? D'abord la présenter et puis après qu'est-ce que vous a poussé à aller pas dans d'autres thérapies mais plutôt la Gestalt thérapie par rapport à votre sensibilité africaine. Alors, est-ce qu'on peut passer au diapo? Je ne sais pas du tout, vous me dites si oui, on peut passer oui, au bien diapo. Sûr, on peut, bien sûr, Alors, bien sûr. On va passer dans la première diapo, donc c'est cette Gestalt thérapie. Alors, vous pouvez continuer et développer là-dessus. Oui, alors effectivement, la Gestalt thérapie, une psychothérapie humaniste, donc qui se centre sur l'humain, et le choix d'une vie harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Le choix parce qu'il y a vraiment une dimension de choix qui est primordiale, une dimension de responsabilité qui est primordiale dans la Gestalt thérapie. L'harmonie parce que la Gestalt thérapie s'occupe vraiment de l'organisme, donc l'individu, l'organisme, dans son environnement. Indissociable, tu vois. Voilà, et avec soi-même et avec les autres. Ok, on évolue dans l'autre. Tout à fait. Donc après, effectivement, là, je vous ai expliqué un peu les différentes diapos qui allaient suivre, avec le postulat que j'ai un peu développé tout à l'heure, que nous sommes tous liés par des caractéristiques précises. Et nous gardons quand même notre singularité et notre unicité. Donc c'est l'environnement bien sûr qui détermine, qui nous construit, qui nous permet d'évoluer, de grandir. Voilà. Et les psychothérapies nous offrent l'occasion quand même de revenir sur cette évolution. De revenir sur les difficultés que nous avons eues, de revenir et de pouvoir réparer vraiment le maximum de choses. En fait, c'est comme une seconde chance, la thérapie. Voilà. C'est comme une seconde chance qui nous permet de renaître et de vraiment, moi je sais que voilà, ça a été vraiment une seconde chance pour moi de connaître ces formes de thérapie. De thérapie. Est-ce que... Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la Gestalt thérapie précisément? C'est quoi qui a été la motivation, à part vos sensibilités? Qu'est-ce qui a été vraiment le nœud, quelque chose qui a dit, moi je choisirai la Gestalt thérapie?
Alors, dans mes valeurs personnelles et dans mes observations professionnelles en tant qu'éducatrice spécialisée, Mhm. j'ai été très vite lassée de la victimisation. La victimisation, chez tous les individus, c'est vraiment ce principe de se plaindre constamment. Mhm. Je n'arrive pas à faire ci, je ne suis pas comme ça, c'est à cause de l'autre si, je suis comme si je suis comme ça, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de, et de ne jamais prendre sa propre responsabilité Mhm. pour mieux dans sa vie. Donc la J'ai été très vite. victimisation, pas seulement de la communauté noire. Donc en général, En général, cet tout à aspect fait. de se victimiser au lieu de prendre ses propres responsabilités. Tout à fait. Alors moi, la victimisation, je l'ai davantage rencontrée effectivement avec le peuple, enfin, en Occident, ici en France, puisque mon expérience professionnelle, je l'ai davantage actée ici avec les publics français. Mhm. Donc, mais la victimisation, elle est exponentielle dans notre... Ouais, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Alors, elle est exponentielle parce il y a vraiment une très très grande blessure transgénérationnelle. Voilà. Des, voilà, des descendants, nous sommes des descendants d'esclaves en fait. Point. Nous sommes des descendants d'esclaves qui ont souffert qui ont été martyrisés et torturés sans, enfin, personne ne voudrait même être, j'allais dire sans le vouloir, mais personne ne voudrait être martyrisé. Donc, qui ont été contraints. Nous sommes des descendants de ces blessures et personne n'a réparé ça depuis. Donc, Ok. ce n'est pas... Voilà. Mais maintenant, alors, est-ce que d'après vos observations, vous avez trouvé que la communauté noire est trop, disons, dans la pleurniche, dans la victimisation, que les autres, par rapport aux souffrances que cette communauté Non, a vécues? non, non, non. Tu vois, la victimisation a deux versants. Il y a vraiment premier versant, en tout cas moi que je perçois, hein, premier versant où on va, comme tu dis, pleurnicher, être très dans ses moindres petits besoins, ses moindres petits caprices, tu vois. Donc, être très et très auto-centré sur soi, et donc ce qui fait que si personne ne nous fait attention à nous, ne nous valorise, effectivement, on peut avoir tendance à pas à se victimiser, alors ça serait de la redondance, mais à rester vraiment sur il ne me voit pas, oh ça, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, personne ne m'aime, tu vois, tout ce genre de petits exemples-là, à être trop dans voilà, personne ne m'aime. Bon. Et le deuxième versant de la victimisation, c'est vraiment toujours accuser l'autre. Toujours accuser l'autre de son malheur. Toujours espérer que ce soit l'autre qui fasse son bonheur, tu vois. C'est vraiment toujours se positionner en tant que victime. Quand on dit victimisation, c'est vraiment qu'on se positionne en tant que victime. Donc, victime d'une agression, victime d'un problème, victime de tout. Qu'on est nous ne sommes auteurs de rien du tout, acteurs de rien du tout, tu vois. Donc, Et les Noirs... C'est quand même un terrain très dangereux. Je ne sais pas du tout, c'est très glissant. Donc, dans différentes communautés, ceux qui pleurnichent, ceux qui sont dans la victimisation, ils ne sont pas des victimes, donc ils sont responsables de leur malheur. Bon, parlons de Noirs. Allons directement droit au but. Est-ce que la communauté noire est victime de son malheur? Et responsable ou victime? Responsable de son malheur. Alors... Parce que quand vous dites la victime, le pleurniche de l'autre côté, c'est d'abord oui, c'est pas moi, ainsi de suite. On renvoie la responsabilité auprès de l'autre. Et l'autre côté, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas du tout apte à pouvoir s'intérioriser. Mais maintenant, ouais. Alors, la communauté noire, l'esclavagisme, tout comme ça, c'est ce qu'on a connu. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de pleurnicher ou de dire que c'est les autres? Parce qu'il y a les autres qui sont venus. Ils n'ont pas appelé les autres de venir quand même. Donc, si là, maintenant, la sœur dit que non, il doit arrêter de pleurer.
victimisées, donc est-ce qu'elles sont-ils, cette communauté, elle est responsable ou de son malheur ou de ses malheurs? Alors, Hmm, on va reparler de la notion de responsabilité tout à l'heure, déjà. Merci. Mais pour revenir sur la victimisation, soyons bien clairs sur le fait que une victime Faites doit attention, hein, vous ne pleurer. ferez pas des amis hein, dans la communauté. Je ne suis pas là pour me faire des amis, ça tombe très bien. Développez, on vous écoute. Une victime. Non, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je veux me mettre à disposition pour accompagner toute personne qui veut aller vers un meilleur avenir pour lui. Exact. Amour. Mhm. Alors, Mais une victime doit pleurer. Les larmes, les émotions de tristesse, les émotions lourdes sont obligatoirement à évacuer. Voilà, elles doivent être évacuées parce que si elles ne le sont pas, effectivement, on crée de la victimisation. Pourquoi? Tu vois finalement ce que je te dis. Ce que je dis, c'est que si on n'évacue pas les émotions lourdes, douloureuses qui sont au fond de nous, finalement, on devient victime de sa propre vie et victime de sa propre émancipation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle du peuple noir. Le peuple noir, et j'ai envie de faire un parallèle. Tu as les afrodescendants américains et tu as les afrodescendants européens. Les afrodescendants américains, ils ont eu une transmission, une verbalisation, une expression, je parlais tout à l'heure d'évacuation. Les esclaves afro-américains ont évacué, ont transmis à leurs générations futures toutes les souffrances qu'ils ont reçues, qu'ils ont subies. Ils les ont transmis. Ce qui fait que les afrodescendants d'aujourd'hui aux États-Unis ou en Amérique ne sont pas victimes, ne sont pas dans un positionnement de victimisation. En majeure partie, quoi. En majeure partie, ne sont pas dans un positionnement de victimisation parce qu'ils se responsabilisent dans leur devenir. Ils choisissent de ne plus subir de la violence ou de la torture ou un dénigrement, une déshumanisation. Ils choisissent de construire un avenir serein pour eux. Ils sont acteurs de leur propre vie. Les afrodescendants européens n'ont pas eu de transmission. Il n'y a pas eu d'espace, de temps ou un moment où les esclaves d'Afrique ont parlé, ont posé, ont pu évacuer toute la lourdeur émotionnelle qu'ils ont subie, tout ce qui s'est passé les concernant, pour que leur génération intègre qu'il est hors de question de revivre à nouveau ça. Tu comprends la différence? Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle par rapport à ce que tu disais tout de suite là, c'est-à-dire que de pleurer, de faire sortir les larmes? Parce qu'on a entendu parler que l'eau, nous sommes composés presque à 70 ou 80% d'eau dans notre corps. Alors, on a entendu parler que l'eau garde la mémoire, l'eau garde les émotions. Est-ce que le larme en question que vous faites allusion tout de suite là, quand ça sort avec cette mémoire de douleur, ça sort avec cette mémoire de souffrance. Et c'est ça que vous avez voulu faire allusion? Ce qui est certain, en effet, c'est que quand la douleur sort, quand on évacue les traumas, si ce n'est de l'eau par les larmes, il y a au moins de la transpiration. Au moins. Donc en effet, l'eau qui sort par les larmes ou par la transpiration corporelle va partir, va prendre avec elle, c'est comme une sorte de purification. Ok.
Ok, c'est pour cela que je voulais que il m'est venu à l'esprit que de souligner cet élément de l'eau. Maintenant, au niveau du déroulement, nous allons retourner au diapo que Mm. vous avez préparé. Alors maintenant, bon, d'abord, continuer avec la souffrance des Noirs. Donc, ceux qui sont au niveau Europe, même Afrique, ce travail n'a pas été fait. C'est ce qui fait que cette eau stagne encore aujourd'hui dans leur corps. Comment? Tout à fait, tout à fait. Pour moi, il n'y a pas eu, il y a encore une souffrance transgénérationnelle qui est permanente. Et l'épigénétique nous en parle très bien. L'épigénétique nous dit bien que tout ce que nous vivons dans notre environnement reste dans nos cellules. Donc si nous ne l'évacuons pas et si nous ne le réparons pas, les cellules se régénèrent et se transmettent de génération en génération. Donc même l'enfant qui vient de naître, je sais pas, les parents le transmettent déjà les souffrances, ces traumas. Mais bien sûr, bien entendu, c'est pour ça qu'on ne comprend pas certains enfants qui peuvent, dès petits, on peut venir les toucher, voilà, on peut venir les toucher par exemple, et leur corps va se raidir directement, C'est rétracté. se rétracter. Si on fouille un peu, la mère pourrait dire déjà que elle-même, dans sa propre histoire, il y a probablement des violences sexuelles ou des violences, aussi des violences physiques. Hein. Conjugal et consorts, quoi. Conjugales, mais bien entendu, on a tendance à minimiser, ou en tout cas à normaliser, tu parlais de normaliser tout à l'heure, à normaliser les violences physiques, la gifle, la fessée, voilà, tout ce que tu veux, alors que, voilà, ou même les violences psychologiques, bref, en tout cas, violence, elle-même dans son histoire, et en fait, bah oui, peut-être pendant sa grossesse, il y a aussi encore eu plus un climat de violence, un environnement de violence, et voilà, et l'enfant, il grandit dans ça. Il évolue dans la grossesse, dans cet environnement-là, et après, quand il arrive, ben, c'est imprégné dans son corps. Le corps est primordial dans la Gestalt thérapie. Alors, le corps est primordial dans la Gestalt thérapie. Maintenant, pourquoi notre corps est primordial dans la Gestalt thérapie? Est-ce que rentrer un peu nous définir, parce que cette question n'a pas été répondue, je retourne encore sur cette question. C'est quoi réellement la Gestalt thérapie que notre sœur a choisie pour pouvoir accompagner les gens? Quelle est son importance dans la communauté en général et précisément dans la communauté noire? Alors, la Gestalt thérapie, donc, va vraiment s'intéresser directement. Alors, une thérapie de contact, déjà. C'est une thérapie de contact. Elle va s'intéresser directement à toute l'émergence. Donc, tu vois, je fais vraiment le geste comme ça. Donc, ce qui est enterré à l'intérieur de nous, au fond de nous. Et nous savons comment, dans notre communauté, on a une grande capacité à garder des émotions à l'intérieur de nous, à ne pas les dire, à les taire. Je pense aux femmes. Je pense aux femmes qui vivent et subissent tellement de choses, tellement de difficultés dans leur vie individuelle, et les hommes aussi. On n'en parle pas souvent beaucoup. Mais on n'en parle pas souvent beaucoup des hommes africains. Merci beaucoup, parce que être féministe, wokisme et tout cela, ça fait déjà peur. Non, je suis humaniste. Je suis humaniste, je ne suis pas féministe. Je suis humaniste, vraiment pour l'homme et la femme. Parce que l'homme aussi vit des difficultés, des pressions vraiment insupportables pour, en fait, une charge mentale différente. Voilà, il y a deux charges mentales. Les femmes ont leur charge mentale, les hommes ont leur charge mentale. Et dans ces charges mentales, on garde, on enterre. Et là, la Gestalt, en fait, va aider à émerger par le corps, par les émotions, parce que de toute façon, nous sommes bien d'accord que notre contact avec ce monde, premier contact avec ce monde, c'est notre corps.
Donc en fait, si tu veux, la Gestalt va vraiment lire à travers le corps tout ce qui se passe en profondeur en nous que nous avons enterré. Et en fait, c'est un chemin. C'est pour ça que moi j'aime vraiment parler du chemin vers soi, parce que ensemble, le client ou le patient et le thérapeute vont vraiment cheminer ensemble, petit à petit, à travers les séances, avec tout un cadre, dont on parlera plus tard, mais tout un cadre vraiment précis. On va cheminer ensemble sur, voilà, les différentes émotions, tu vois. Je vais prendre le temps d'observer vraiment avec beaucoup de bienveillance toute la gestuelle, tous les mots M-O-T-S que tu dis avec autant la bouche, le langage, Pendant comme l'accompagnement, pendant la séance. la séance de thérapie. J'observe vraiment tout ce qui se passe entre nous là, tu vois, tout ce qui se passe dans l'environnement. Parce que tout ce qui se passe, finalement, est un choix conscient ou inconscient. Ok. Maintenant, on dit souvent que, la communauté noire ou le noir en principe, en général, ils vont pas chez le psychologue, ils vont pas chercher une thérapeute, des choses comme ça, parce qu'ils ont un mental fort. Donc, ils ont traversé l'Afrique, différents pays, prendre les bateaux jusqu'à venir en Europe. Il faut être guerrier pour faire ce genre de traversées. C'est pour cela, ils se sentent forts mentalement à ce niveau-là. Je pense que ça fait aussi c'est une preuve aussi. Est-ce que vraiment la communauté noire, précisément, a besoin de psychologie? De la psychologie, de la gestalt thérapie? La communauté noire a été dépossédée de sa vie, de son identité, de toute son humanité par la psychologie. Est-ce que tu entends ce que je dis, Yaya Makaya? Répète ça encore, m'écoutez encore s'il vous plaît. La population noire a été dépossédée de son humanité par la psychologie. Il y a un principe en psychologie dont là, dans ce livre de Patricia Blaffant-Trobo, L'estime des Noirs, l'estime de soi des Noirs, donc c'est une Guadeloupéenne, elle parle de ça, elle parle de menticide. Et c'est un principe, le menticide, c'est un principe, le ou la menticide d'ailleurs, c'est un principe commun, un principe psychologique, commun à toute l'humanité. C'est effectivement la capacité à... C'est déjà une méthode perverse. Vous trouvez ça comme ça? Je trouve ça comment? C'est une méthode perverse. Ah non, c'est la définition. C'est pas moi qui le... c'est pas moi qui en parle. Okay. Tu vois, là je te reprends la définition sur Internet. Système organisé de perversion judiciaire et d'intervention psychologique permettant d'imposer à la victime des paroles et des pensées. Donc c'est un système. Tu vois, là c'est les vitrines linguistiques, la référence. On tape sur Google menticide. Le menticide, donc c'est bien ça. Oui. Donc, tu vois, c'est un concept, là j'ai une autre référence très intéressante, un concept issu de la psychologie. Encore, pour appuyer ce que la sœur vient de dire tout à l'heure. Donc, le menticide, c'est un système organisé de perversion judiciaire et d'intervention psychologique permettant d'imposer à la victime des paroles et des pensées. Tu vois, si je prends juste en dessous la référence... Le lavage des cerveaux regroupe des procédures, de facultés, ainsi de suite. Alors, je te laisse développer. Écoute, une menticide, donc un concept issu de la psychologie désignant une manipulation mentale visant à détruire l'identité et les convictions d'un individu.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois là Alors quand même? là, on commence à toucher quand même des points qui sont très, très, très graves là. Ah mais attends, c'est par Mais là, c'est oui, par là, c'est par là que l'esclavagisme s'est mis en place. Destruction, une manipulation mentale visant à détruire l'identité et les convictions d'un individu. est-ce C'est que nous par pouvons là. faire une parenthèse? Est-ce qu'il y a un peuple dans le monde qui a vécu ce genre de menticides? Sans pouvoir hiérarchiser les souffrances. Si on Tout peut à fait. parler de nous en tant que des Noirs, est-ce qu'il y a eu un peuple dans le monde qui a vécu ce genre de menticides? Alors, je ne sais pas encore. Je dis encore parce que je vais continuer à rechercher, fouiller, fouiller, À fouiller l'heure les actuelle, tréfonds avec de les l'humanité, informations qu'on a, mais je ne sais pas encore. Je ne sais, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les Juifs, par exemple, le peuple juif a vécu aussi du menticide. Bien sûr qu'ils ont été aussi esclavagisés et vraiment déshumanisés aussi pour beaucoup. Euh, j'ai l'impression aussi que le peuple asiatique a eu une tentative, j'ai l'impression voilà, qu'il y a eu des tentatives de menticide auprès des autres peuples, mais qu'en Afrique, chez les Noirs, ça a été clair. Pourquoi je vais jusqu'à là? Parce que un de mes grands questionnements, et alors on fera juste une brèche sur la religion ou la spiritualité, mais un de mes grands questionnements depuis toujours a toujours été, mais pourquoi tous les peuples ont un prophète et le peuple noir, le prophète du peuple noir, c'est Jésus. La religion, les autres sont musulmans, certains sont juifs, d'autres sont même bouddhistes. Finalement, le peuple noir est peut-être le seul peuple de ce monde à ne pas avoir de référence spirituelle ou religieuse. on pourrait même Ou en tout cas, on peut même approfondir la question. Pourquoi dans d'autres peuples, l'aspect religieux n'a pas été mis en accent? Pourquoi seulement chez le peuple noir, l'aspect de la religion ou l'aspect religieux a été mis vraiment c'est-à-dire que c'est la première des choses qu'ils ont commencé. D'abord, c'était la religion. Les missionnaires qui sont venus d'abord en premier. Et je te laisse développer. et voilà, et non, mais c'est pour ça que je disais qu'on fait une brèche et qu'on va pas ouvrir pleinement ce sujet, ça sera peut-être l'occasion sur une autre émission. Ok. Mais Alors, tu vois, ce continue à sujet développer. revient avec cette histoire de menticide, parce qu'on parle bien de destruction de l'identité spirituelle, l'identité religieuse, l'identité sociétale et culturelle, et des convictions d'un individu. Donc tu vois, c'est par le menticide que toute cette destruction du peuple noir a eu lieu, a commencé. Alors, si c'est un principe psychologique, moi, c'est pour ça que j'ai aussi choisi que, alors c'est par la psychologie qu'on va redonner de la conscience au peuple noir, qu'on va redonner de la conscience à tous les individus pour que chacun ne soit plus jamais soumis à une manipulation mentale qui détruit son identité et ses convictions. Ok. Donc, comme on a l'habitude de le dire, que c'est par le même venin qui cause la mort, c'est par le même venin qu'on peut aussi fabriquer l'antidote et consorts. Bah, il me semble que les vaccins en sont bien la preuve. Vraiment. Alors, développons, continuons cela. Nous allons chuter au niveau de quoi? Tout ce que vous avez préparé. Qu'est-ce qui nous lie maintenant à cette gestalt thérapie? Nous rappelons que notre sœur elle est praticienne de la gestalt thérapie. C'est cette thérapie qu'elle est en train de nous élucider, de nous expliquer, de comprendre que c'est cette thérapie qui va pour pouvoir aller chercher tout ce qui est enfoui en nous, l'eau, les larmes qui regorgent des souffrances ancestrales, des souffrances de la colonisation, des souffrances
dans nos disputes et consorts. Et c'est en cela cette thérapie nous aide et aide beaucoup. Elle accompagne déjà beaucoup de personnes. On va passer au diapo. Comme ça, vous pouvez développer alors. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous lie? Donc, j'ai parlé de la qualité d'amour, de notre entourage et la composante essentielle, donc qui est vraiment la base pour être en santé. L'idée de la santé, je vais la développer après. Et après, donc, effectivement, répondre aussi à nos besoins. Tu vois, je parle de la santé en précisant. Et bien sûr, donc, après avoir répondu à nos besoins fondamentaux, donc la construction identitaire, donc singulière, peut vraiment se faire un peu plus posément, un peu plus en douceur. Je reviendrai sur la douceur après, parce que pareil, la Gestalt est vraiment un vrai mouvement, un changement en douceur. Alors parlons un peu de la définition de la santé selon l'OMS et puis faisons c'est quoi? C'est comparatif pour voir est-ce que réjouissons-nous de ce qu'on appelle la santé. Selon la définition de l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on peut parler de quelqu'un qui est malade, même si on l'observe que physiquement il n'y a rien ou peut-être il y a une infirmité, mais du moins la personne est malade. Ah ben, tout à fait. Tout à fait. Alors non, là la santé, là effectivement, quand on est en santé, donc il y a deux pôles. Disons, il n'est pas en bonne santé plutôt. Voilà, voilà. Quand on est en santé, en bonne santé, on est dans un état complet de bien-être, dans toutes les dimensions qui sont décrites. Voilà. Qui ne consiste pas seulement une absence de maladie. Bon, ok. Mais comme tu dis, finalement, on peut voir quelqu'un physiquement bien, voilà, mais en étant malade aussi, en n'étant pas en bonne santé, mentalement. Ok. Et ça, vous l'observez aussi avec vos accompagnements, avec vos thérapies que vous suivez les gens? Oui. Mais tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant dans la dimension psychologique, c'est que c'est vraiment de l'observation continuelle. C'est pas, tu vois, c'est pas visible comme là, physiquement, j'ai peut-être une oreille qui est en moins. Le médecin, ou en tout cas la dimension médicale, va vraiment pouvoir soigner sur base d'un élément visible, palpable, tu vois. Et donc, c'est dans l'instant. Et bien sûr, avec l'évolution aussi, ils pourront approfondir, non, le diagnostic. Mais en psychologie, on va vraiment être sur des observations comportementales ou émotionnelles. Voilà, c'est vraiment le comportement de quelqu'un, petit à petit, là, qu'on va dire, ah ok, en fait, ok, il est peut-être dans telle souffrance. Ah, il a peut-être... tu parlais de normalité vraiment en préambule tout à l'heure. Ah là, quand lui il agit comme ça alors que la majeure partie des autres personnes de son groupe n'agissent pas comme ça, c'est peut-être que lui il a quelque chose de particulier. Intéressons-nous. Mais alors, qui définit la normalité de ce groupe? Parce que si une personne a une sorte de comportement, alors on dit oui, ça c'est pas du tout bien, c'est anormal par rapport, disons, à son groupe d'individus, peut-être de son clan et consorts. Bon, est-ce qu'il est question de la démocratie là, c'est le nombre qui définit ça c'est bon, ça c'est pas bon là? C'est une grande question. Qui définit? Est-ce que, et en fait, pour moi, c'est finalement chacun a ses propres références culturelles, religieuses, sociétales, morales. Okay. Dans une même société, on peut avoir plusieurs groupes et plusieurs définitions de la normalité. Tu vois? Donc personne ne fixe les règles, quoi. Pour moi, les règles sont fixées par... Bien sûr, on est dans un cadre légal, on est dans un cadre sociétal, tu vois. La société de France, ou la société d'Allemagne, ou la société j'aime beaucoup prendre en référence aussi les pays scandinaves qui ont une certaine perception de la normalité.
complètement différente des autres perceptions du monde entier, tu vois. Et en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie, on peut aussi considérer la normalité complètement différente. Mhm. Une société peut choisir, par exemple, d'inclure les personnes en situation de handicap, donc faire vraiment de l'inclusion, faire en sorte que tous les espaces de la société soient adaptés aux particularités physiques de chacun, comme une société peut dire que non, en fait, nous, on va mettre de côté les personnes en situation de handicap, peut-être adapter un bus, tu vois, un bus, mettre une rampe pour le fauteuil roulant, ou mettre des espaces par terre spécifiques pour les personnes aveugles, tu vois. Mhm. Donc, la société peut faire des choix à un moment donné d'adapter son organisation de vie au quotidien pour sa population, mais pour les particularités de sa population. Et c'est pour ça que je parle vraiment de particularité, de singularité, parce qu'on est tous différents, on a des différences quand même. Je parle de qu'est-ce qui nous lie ici, non? Qu'est-ce qui nous lie? Bien sûr, la santé, la notion de la santé, l'entourage dans lequel on grandit, on évolue. Tu peux revenir sur la diapositive, merci beaucoup. Okay. Donc, effectivement, développement psycho-affectif des individus. Donc vraiment l'entourage, les personnages là, notre entourage, c'est la première base, c'est notre première mini-société comme on dit souvent. Donc c'est grâce à notre entourage, c'est grâce à l'amour inconditionnel que notre entourage nous donne en tant qu'enfant, je parle bien, je précise bien que l'amour inconditionnel de notre entourage nous est donné quand on est tout petit, quand on est tout bébé, parce que là on n'a pas encore... Est-ce que cet amour inconditionnel se limite seulement quand on est tout petit? Est-ce qu'à l'âge adulte, on ne vit plus cet amour inconditionnel? Eh ben, à l'âge adulte, on a des conditions. Si on ne se comporte pas comme si, on ne fait pas comme ça, on ne sera pas aimé, on va être puni, tu vois. À l'âge adulte, l'amour inconditionné semble, j'aime beaucoup nuancer, je ne suis pas dans le radical. L'amour semble être conditionné. Puisque si certaines personnes n'agissent pas d'une certaine manière, elles vont être reniées, tu vois. Il y a certaines familles qui choisissent à un moment donné de renier, d'autres qui vont punir de manière extrême, irrespectueuse, comme quand on a été esclavagisé, voilà, qui vont reproduire la torture, qui vont reproduire l'extrême violence qui a été faite sur soi à un moment donné. Plus l'enfant fait des bêtises, plus il est réprimandé et il est torturé. Ok. Et c'est cet amour-là, est-ce que, bon, on peut faire une petite parenthèse, les religions prônent l'amour, dans nos sociétés africaines, on prône aussi cet amour, les Zola. Maintenant, au fur et à mesure, nous avons tellement perdu ces genres de vertus. C'est cet amour inconditionnel. Prenons par exemple, on a entendu parler que nos aïeux en Afrique, quand quelqu'un venait d'un village à un autre, qui traversait un village dans son parcours, et il s'arrêtait peut-être à la tombée de la nuit, on le prenait, on lui donnait à manger, on lui servait, on l'accueillait, et cette hospitalité, il n'y en a même plus aujourd'hui. Et puis après, on lui apprêtait une place à dormir, et puis demain, on lui poserait cette question. Non, vous venez d'où? Vous partez d'où? Quelle est votre présence ici et consort? Et c'était inconditionnel. Donc, on ne demandait même pas à la personne là en question, mais qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu ce genre de vertus? On reviendra encore. On reviendra encore. Oui, on reviendra encore sur ça, ce qui est sûr. Alors, on peut évoluer, le développement, l'amour inconditionnel. Et le troisième point, c'est besoins fondamentaux. Oui, les besoins fondamentaux de Maslow, la pyramide des besoins, donc qui est assez connue dans le monde psychologique, ou même dans d'autres dimensions professionnelles, hein, mais pour le coup, qui reprend vraiment. Alors, Maslow s'est intéressé, donc un psychologue américain des années 40-50, s'est intéressé à se questionner sur comment l'être humain est motivé pour vivre, par quoi il est motivé. Et donc, il a établi effectivement, sur différentes recherches, il a établi donc différents besoins
un peu de manière hiérarchique, comme ça, non? C'est pour ça qu'il y a une forme de pyramide. Et le commun de la majeure partie des êtres humains de ce monde, c'est qu'on a quand même des besoins physiologiques. Voilà. Maslow précise effectivement qu'on a quand même des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, deuxième besoin, niveau de besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin de s'accomplir. Okay. Il faut que je les précise, il n'y a aucun souci, mais pour le coup, ce qui est intéressant dans ces différents besoins, c'est que selon les sociétés et selon les groupes d'appartenance, les groupes dans lesquels on évolue, il va y avoir... certains vont rester bloqués que aux besoins physiologiques, d'autres vont vraiment, parce que les besoins physiologiques sont déjà régis par la société. Par exemple, je prends le cas vraiment d'ici, de l'Occident et de l'Afrique. Oui, des tiers-mondes, quoi. Des tiers-mondes, exactement. On est encore en train de chercher les pains quotidiens, mais ici, il y a beaucoup de choses qui sont déjà résolues par la société. Exactement. Si on n'a pas à chercher à où est-ce qu'on va avoir l'électricité, qu'est-ce qu'on va boire, où est-ce qu'on va dormir. Il y a les logements sociaux ici. Enfin voilà, la société met en place quand même vraiment des systèmes de besoins primaires pour répondre aux besoins primaires des hommes. Exactement, de prise en charge pour que les individus n'aient pas à se soucier de ces problématiques-là, et pour que cette première hiérarchie de besoins soit résolue. À partir de là, les besoins... À ces points-là, mais on le voit quand même aujourd'hui, il y a notre part de responsabilité, certainement, quand on évoque au niveau de l'Afrique, tous ces besoins ne sont pas encore réunis par rapport à cette pyramide de Maslow. Mais du moins, il y a quand même aussi une volonté de maintenir les gens dans cette position pour qu'ils ne puissent pas du tout émerger ou aller dans d'autres dimensions. Il y a quand même une main un peu surnoise quelque part là, sans pouvoir aller encore dans la victimisation, ma soeur. Merci. Si, je reviens sur la victimisation. Merci. Parce qu'en fait, chercher le pourquoi les choses ne sont pas faites au quotidien, c'est déjà se victimiser aussi. Parce que finalement, nous sommes tous constitués de ressources, de compétences, de capacités physiques pour répondre à ces petits besoins-là, nous-mêmes individuellement. Et là, on se responsabilise. Okay. Je ne veux pas déployer mon énergie et utiliser mon énergie à comprendre pourquoi la société ne met pas ci en place, pourquoi le gouvernement ne fait pas ci. Non. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que moi, Mvutu, pour chercher à manger, chercher un endroit où dormir, chercher à avoir de l'électricité un minimum. Comment j'utilise en fait mon potentiel pour répondre à mes besoins. Ok, c'est un peu quand même dur, hein, ma soeur, parce que si on entend parler comme ça, une sœur africaine te dit ah là 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 là, parce que les frères et sœurs, ils aimeraient un peu écouter quelles sont, c'est-à-dire reconnaître déjà leurs souffrances et puis maintenant les aider peut-être comment les solutions pourront venir de part et d'autre, mais être comme ça avec... Non, comment les solutions pourraient venir quand même, hein? Non, comment les solutions pourraient venir d'eux-mêmes? Tu m'excuses, Yaya, mais on est d'accord que... D'ailleurs, je ne sais pas où, hein? Non, mais d'eux-mêmes. Comment les solutions pourraient venir d'eux-mêmes? Arrêtons de chercher les solutions à l'extérieur. Essayons d'abord de trouver les solutions à l'intérieur de nous. Bien sûr que les conditions de vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est inéluctable. C'est une vérité générale, ça. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des sociétés dans ce monde où les gouvernements ne facilitent pas l'expression et vraiment le déploiement de chacun. La pleine expression de chacun. Bien sûr. Par contre, on est quand même d'accord qu'en Afrique ou dans d'autres environnements qui ont des conditions difficiles, il y a quand même des gens qui s'en sortent. Il y a quand même des gens qui ont le courage et qui ont la niaque pour effectivement s'en sortir. Donc tu vas me dire que c'est quoi? C'est le miracle? C'est Jésus? C'est quoi?
ouais, parce que bon. Mais de l'autre côté, il y a aussi la religion qui berce les gens que oui, Dieu va vous bénir et qu'on sort aussi. Donc les gens ils sont baignés là-dedans parce que c'était à volonté qu'on a pompé la religion partout pour que infantiliser les gens pour qu'ils restent dans cet état psychologique, c'est-à-dire que la manne va tomber du ciel et aujourd'hui ça crée des dégâts. Donc on sent que les gens ils sont complètement paralysés, alités, ils n'arrivent même pas à gesticuler. Non, mais Ils alors, vont moi, dire l'autre, elle est en Europe, elle est en train de parler comme ça, elle est dans son confort là en Europe, il ne connaît pas les réalités de l'Afrique et il nous dit des choses voilà. comme cela. Et donc là, on est encore dans le discours de victimisation. Parce que pour le coup, dans ce discours... Mais oui, mais pourquoi C'est pas qu'on ne peut plus rien dire. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est que ce discours-là mène à quoi comme possibilité? Je veux bien, moi, ce discours. Il n'y a pas de problème pour ce discours. Mais il nous sert à quoi? Est-ce que c'est ce discours qui va me permettre, finalement, de manger, de sécuriser mes enfants si j'en ai, d'avoir un logement, d'avoir une vie meilleure? Est-ce que c'est ce discours? Est-ce que ce discours d'accuser l'autre, ou bien de regarder ce que l'autre a fait, ce que l'autre n'a pas fait, est-ce que c'est ce discours qui va me permettre de vivre mieux au quotidien? Moi, c'est ça la question. Par contre, si le discours de me dire que Jésus vraiment viendra me sauver, que aide-toi et le ciel t'aidera, toutes les informations qui peuvent être activatrices de bienfaisance, qui peuvent mobiliser, on parle de mobilisation, on parle de se tenir debout comme ça et dire que non, je suis responsable de ma vie. Quand je me lève le matin, je sais que si je ne me lave pas, je vais sentir mauvais. Si je ne cherche pas à quelque chose à manger, je vais avoir faim et je finirai par maigrir. Tu vois, il y a une conséquence quand même à chaque acte. Si je ne vais pas puiser l'eau au puits, pour là où les situations sont un peu plus difficiles, ou ici en Europe, si je ne paye pas mon électricité et mes charges d'eau, je ne vais pas avoir d'eau et je ne vais pas avoir d'électricité. En fait, il y a des conséquences aux actes, tu vois. Et j'élève un peu la voix là, tu vois, avec la Gestalt. Je respire à nouveau, je me recentre, je me repositionne parce qu'effectivement, je sens là je sens beaucoup de colère parce que la victimisation enquiste, elle enferme et elle bloque chacun dans ses propres capacités. À force de se faire des discours dans nos têtes, on limite nos capacités et on devient des loques humaines. Ok. Donc la victimisation limite le terrain, l'échelle de nos capacités. Par contre, la nature nous a dotés avec tant de capacités. Prenons l'exemple même de nous qui venons de l'Afrique. On a le soleil, on a des terres arables, on a de l'eau. Pratiquement, il n'y a rien qui nous manque. Mais pourquoi ces genres de pleurniche? Pourquoi cette attente que l'oncle, la tata qui va renvoyer le code pour aller chercher des sous? Pourquoi ces genres... Bon, je comprends aussi ces côtés-là quand vous êtes un peu... On pourrait dire, elle est un peu dure quand même, mais... Face à cette réalité, nous devrions quand même relever parce qu'il y a des peuples qui ont aussi souffert, le peuple qui ont aussi enduré des choses. Mais qu'est-ce qui fait que l'Africain aujourd'hui, il est toujours en train de pleurnicher, en train de dire au gouvernement n'a pas fait ceci, cela. Je pense qu'à un certain moment, nous devons prendre quand même les choses en main en tant que des responsables pour pouvoir y aller de l'avant. Aujourd'hui, prenons même l'exemple de la Chine. Ils ont été colonisés par les Japonais à un niveau incroyable. Ils étaient, les temps de Mao Tse-tung, il a dit, nous devons bosser. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de décennies, mais les résultats, il est là. Donc, je pense que c'est pas une fatalité quand même, disons être dans l'esclavagisme. Non, l'esclavagisme n'est pas une fatalité. La destruction, la déshumanisation n'est pas une fatalité. On peut renaître. On peut
tu parles du parallèle avec la Chine. Il y a différentes échelles, tu vois. Euh, il y a l'échelle gouvernementale, il y a l'échelle sociétale, il y a l'échelle individuelle, il y a l'échelle familiale, il y a l'échelle individuelle. Voilà. Je vois l'individu est revenu 2 fois parce qu'il y a vraiment, c'est à partir d'un seul individu. Toi et moi, on est déjà en train de parler. D'autres personnes nous entendent si elles adhèrent aussi à cette pensée de renaître, de faire ses propres choix au quotidien. Tu vois, il y a certaines spiritualités qui vont vraiment se focaliser sur le fait, chaque jour, de se questionner sur qu'est-ce que j'ai fait de bien. Est-ce que j'ai été bon? À quoi j'ai été utile aujourd'hui? Tu vois, moi, peu importe en fait ce qu'on croit, le plus important, c'est que nos croyances nous accompagnent à être meilleurs chaque jour. Que chaque matin et chaque soir, quand on se couche, chacun se demande vraiment, mes croyances là, qu'elles soient religieuses, spirituelles, peu importe, mes croyances m'ont permis de faire quoi aujourd'hui? De bien pour moi et de bien pour les autres. Ok. Ça sont des questions vraiment fondamentales. Voilà. En quoi utile? Okay. Est-ce que aujourd'hui j'ai mangé? Est-ce que j'ai pu répondre à mes différents besoins? Ok. Voilà. Okay. Alors, bon. On va parler maintenant des stéréotypes sur la psychologie. On va passer à l'autre slide pour voir quels sont les différents stéréotypes. Alors, on vous laisse développer. Bah, écoute, les stéréotypes, moi que j'ai un peu recensés, bon, il y en a encore bien d'autres, bien entendu. Mais voilà, la psychologie, c'est fait pour les blancs. Alors, tu vois, là, les blancs, par rapport à cette idée des besoins tout à l'heure de Maslow, où comme ils ont déjà répondu de manière générale à leurs besoins primaires, à leurs moindres besoins du quotidien, bah, ils peuvent s'occuper des autres besoins maintenant. Ils peuvent vraiment se questionner sur la sécurité, chercher à plus d'estime, d'accomplissement. Voilà, ils peuvent vraiment s'occuper d'autres choses parce que leur quotidien est déjà résolu dans les problématiques. Ensuite, je ne suis pas fou pour aller consulter parce qu'effectivement, quand on parle de psychothérapie, on a l'impression qu'on va nous donner des médicaments ou qu'on parle de folie. Quand on parle de folie, c'est effectivement, là, on parlait de normalité tout à l'heure, mais il y a quand même des comportements moraux et sociétaux auxquels chaque société convient, non? Par exemple, la bienséance, la cordialité, le respect, le bonjour, au revoir, la politesse, tu vois. Il y a des comportements, voilà, des bases de comportement sociétal entre tous les individus. Donc, quand un individu, finalement, n'a plus ces comportements-là, ou va commencer, par exemple, à se déshabiller en pleine rue, par exemple, concrètement, bien sûr que beaucoup de sociétés s'accordent au moins sur l'idée de s'habiller quand on va, peu importe l'habillement, mais on s'habille un minimum. Donc celui qui ne va plus s'habiller, ou celui qui va commencer à crier en pleine rue, là on parlera de folie, et alors que on est là dans une maladie, une pathologie, pathos, souffrance quand même, hein, en grec, hein, une pathologie, donc il est en souffrance, c'est pas de son fait, pas de sa volonté, une pathologie psychiatrique. Et donc c'est là où c'est pas une psychologie, là on n'est pas dans la psychologie, mais la psychiatrie. Alors on pourrait faire peut-être une petite pause là-dessus parce que chaque société est régie par ses mœurs, par ses us et ses coutumes. Et par rapport à cela, si on vous suit bien, si quelqu'un va en dehors de ce que cette société a établi comme des mœurs, tout de suite là, vous prenez l'exemple quand quelqu'un se déshabille. Donc, si cela est codifié dans leur loi, dans leur je sais pas moi, constitution, et tout cela, c'est des choses que les gens se sont mis ensemble. Et ils ont dit oui, dans notre société, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, ceci, et puis ils le mettent en forme de constitution ou de loi que tout le monde devait respecter comme ça, c'est pour le vivre ensemble. Maintenant, les autres qui viennent d'ailleurs devraient aussi respecter si vous êtes dans cette société-là. Dans ces sociétés-là. Donc, mais ça peut aussi causer aussi un peu
des désagréments quand même, parce que si vous venez dans une société où vous trouvez certaines mœurs, certaines us et des coutumes qui ne cadrent pas par rapport à vos racines, par rapport à là où vous provenez, de votre provenance, ça coince un peu quand même, surtout entre autres nous de la communauté afro. Alors bien sûr qu'on parle d'intégration quand on vient d'ailleurs et qu'on arrive dans une société qui a des us et coutumes L'assimilation, différentes. les autres les disent comme ça. On parle d'intégration ou d'assimilation. En effet, bon, l'assimilation en plus de notre côté où nous avons bizarrement une très grande capacité d'assimilation de la culture de l'autre et on s'oublie très très vite soi-même, hein, étrangement. Pour ne pas faire de contouring à chaque fois sur l'esclavagisme, mais vraiment. Vous êtes partisan de la sœur et les partisane de ceux-là qui gardent leurs racines par rapport à leurs origines. Ah mais tout à fait, tout à fait. L'identité. Pas se déraciner, pas se décultiver. Non. L'identité, ne jamais. Enfin, pour moi, son identité. Rester, voilà, c'est primordial de rester aligné à soi. Et le soi comporte l'identité. Ouais, le soi comporte ses propres racines. Et si ça heurte tout en étant en harmonie avec les autres. Tout en étant en harmonie avec les autres. En harmonie, c'est qu'on peut très bien être différent. Je peux très bien là, moi, avoir mes cheveux afro comme ça, là, ma tenue afro, et tout autant me déambuler ici en Europe où les gens vont. Et au contraire, ils sont vraiment « Oh, votre tenue est magnifique parce que ça a de la couleur !» Mais oui, parce que je suis authentique. Je suis moi-même, je suis vrai. Et la véracité de l'individu, on la perd dans l'assimilation. Ah, vous, donc, quand on dit que les gens doivent s'assimiler, vous n'êtes pas partisan de cela? On perd, quand on parle d'assimilation, c'est qu'on laisse nos convictions, on s'oublie soi-même pour prendre l'autre en fait. Mais peut-être que ça ne colle pas par rapport à la société à laquelle on est adopté ou on vit. Donc on doit s'assimiler, on doit se fondre dans ces sociétés. Mais non. C'est qu'alors on a un déficit, c'est qu'on a une carence de l'amour de soi-même. C'est qu'on n'a pas assez d'amour de soi pour trouver le moyen de la faire exprimer, de la faire rayonner autour de soi sans que ça ne blesse l'autre. Alors attention, je ne dis pas non plus s'imposer, je ne dis pas non plus que on porte... Enfin voilà, il y a des comportements de certaines personnes que j'observe souvent dans les transports en commun qui vont mettre leur musique très très fort, à haute voix comme ça, tandis qu'ils sont avec tous les autres. Là, on n'est pas du tout dans le respect des autres. Là, on s'impose et on impose à l'autre. Et là, on n'est plus dans la liberté aussi. La liberté veut vraiment que chaque liberté individuelle s'arrête quand celle de l'autre commence. Ok. Alors, on va rentrer dans ces diapos de stéréotypes et psychologie et je proposerais peut-être que nous puissions faire, disons, scinder cette émission en deux parties parce qu'on est déjà 13h30. Ouais, il faut aussi déjà 13h30. des affaires familiales. Donc, exactement. Alors, là, on est maintenant sur ces stéréotypes et c'est en cela qu'on va mettre un point virgule et puis nous allons continuer la prochaine fois pour finir avec les 4 diapos qui nous restent. Juste le troisième point sur les stéréotypes, c'est pour les riches. Oui, c'est pour les riches parce que c'est un coût. Aller consulter en thérapie, c'est un coût. Mais tu vois, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, celui qui a déjà un peu, qui s'est déjà occupé de ses premiers besoins, de ses besoins primaires, pour aller vraiment améliorer sa vie au quotidien, il va choisir effectivement d'investir maintenant son argent dans d'autres choses, non? Je parle d'investissement, tu as entendu, parce que de la même manière qu'on investit, certaines vont choisir d'investir dans leur perruque 200 € ou 500 € ou je ne sais combien d'euros sur une perruque pour être assimilé, encore une fois. Ben de cette même manière, tu vois, quelqu'un qui veut travailler sur lui-même va choisir d'investir, 100-150 € sur lui-même. Au lieu d'investir dans l'alcool, au lieu d'investir dans les médicaments, les habits de luxe, au lieu d'investir dans les cheveux ou dans le maquillage, tu investis dans ton interne, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Ok, alors là, nous sommes aujourd'hui avec notre sœur, la praticienne, la sœur Mvutu, qui est une praticienne de la Gestalt thérapie. Donc, nous allons évoluer à une autre capsule parce que là, on a eu un peu certains bizarreries de la technique et ça nous a pris un peu du temps. Nous allons continuer la fois prochaine pour pouvoir, disons, proposer le 4 diaporama qui nous reste encore, afin qu'elle puisse se développer encore. Mais pour mettre un point virgule, vous dites que oui, la Gestalt thérapie est importante pour la communauté noire. Parlons directement à notre communauté. Alors, on vous laisse la parole et puis après cela, vous pouvez dire un petit coucou pour que nous mettons un point virgule. L'importance de cette Gestalt thérapie à la communauté noire. Alors, j'ai envie de dire au peuple, mes origines, que nous avons tellement à offrir, nous sommes tellement beaux, tellement grands, qu'il est primordial pour nous d'apaiser nos souffrances. Nous avons énormément souffert. Nous souffrons encore beaucoup aujourd'hui et nous avons des souffrances que nous taisons, que nous tuons, que nous gardons à l'intérieur de nous, alors que elles nous oppressent. Elles nous oppressent et ne nous permettent pas de nous révéler. Donc, la psychothérapie, pour moi, m'a vraiment permis déjà, dans mes connaissances, dans mon expérience, de révéler le meilleur qu'il y a en chacun de nous. Et vous-même, vous l'avez vécu aussi alors, hein? Ah, moi-même j'ai vécu. Moi-même j'ai l'exemple par excellence d'avoir suivi cette thérapie et là maintenant vous donnez le meilleur de vous-même. J'ai été transformée. J'ai été vraiment transformée et j'ai été transformée et surtout je suis revenue à moi-même en fait. Je suis revenue à moi-même. Je suis plus consciente aujourd'hui parce que c'est une thérapie de conscience. Une thérapie qui permet de refaire rejaillir la conscience de chacun et revenir en confiance. Voilà, tu vois, vraiment avec plus de confiance, avec plus d'affirmation et plus de douceur parce que on est souvent en train d'arracher notre émancipation, d'arracher notre liberté alors qu'on n'a pas besoin de l'arracher. En fait, elle est déjà là, on est déjà libre, on est déjà beau, on est déjà bon et en fait, on doit juste revenir en profondeur à tout ça pour mieux être. Merci, la sœur Mvutu. Et pour cette première partie de nous présenter la Gestalt thérapie et nous parler un peu de soi-même et le bienfait de cette Gestalt thérapie, c'est pour tout le monde. Vous pouvez être leucoderme, vous pouvez être blanc, noir, jaune ou qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment universel parce que tout le monde a le mental, tout le monde a la psychologie, tout le monde. Or, il y a un système qui est mis en place, qui a été mis en place même des siècles et des siècles. Le menticide, c'est pour pouvoir contrôler votre mental, pour pouvoir vous manipuler. Et on a besoin de ce genre de thérapie pour pouvoir enlever par les larmes, par des différentes pratiques qu'elle, en tant que praticienne, elle pratique pour pouvoir pour s'en débarrasser de tout cela. Merci beaucoup encore pour ces moments-ci et nous nous reverrons à la fois prochaine avec notre sœur, la praticienne Mvutu Alinia pour pouvoir nous parler encore davantage de la Gestalt thérapie. Elle est un peu décalée de son image parce qu'il y a aussi des besoins de bébé. C'est important, il ne faut pas qu'elle passe à l'écran. On protège aussi de ces côtés-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Et toute la famille, portez-vous bien et on se reverra la prochaine fois. À bientôt. Akiba, merci beaucoup. Haché.